Jenny Lachaudana. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à faire un petit message sur le chat si je parlais trop près du micro ou trop loin. La loi Elan, c'est un vaste sujet. Alors, essayer de donner du sens à cette loi, ça va être très difficile, surtout en 45 minutes. Ce que je me propose de faire, c'est de revenir sur les principaux thèmes qui sont abordés par le texte, d'en clarifier un certain nombre pour vous donner des réflexes lorsque vous aurez un sujet qui pourrait être évoqué, en tout cas qui pourrait être modifié du fait de l'entrée en vigueur de cette loi et qui donc pourrait modifier soit votre stratégie, soit votre méthode de travail, puisqu'il y a un certain nombre de modifications suivant les thèmes que j'ai évoqués et qui figurent sur ce plan et qui portent à la fois sur une modification des outils d'aménagement, mais il y a surtout trois thèmes que j'aimerais aborder avec vous, avec peut-être un peu plus de détails. La première, c'est une poursuite de l'évolution dans le cadre du contentieux de l'urbanisme, avec un message qui est très clair de l'administration centrale, qui est de dire limitons les contentieux, donnons plus de pouvoir aux maîtres d'ouvrage, et donnons plus de pouvoir aux juges pour limiter les conséquences désastreuses de l'annulation d'un permis de construire. Sachant qu'il y a, il faut le savoir, à peu près 1,2 à 1,6% des permis délivrés qui sont annulés, ce qui reste quand même relativement modeste, puisque depuis notamment la loi Allure, il y a une multiplication d'instruments contentieux au service des juges et des bénéficiaires d'autorisation pour protéger et sauver leurs autorisations. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le renforcement des pouvoirs de contrôle des travaux de l'administration, puisque si on suit une opération de chantier, il y a un contrôle qui peut être fait de la conformité des travaux aux autorisations qui sont délivrées, pour se mettre en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. On est venu aujourd'hui à renforcer, en tout cas rapprocher le droit de visite de l'administration au contrôle des services instructeurs du service du contrôle des villes, pour permettre de respecter le droit à la vie privée et le droit de propriété. Donc c'est important d'avoir aussi cette information-là pour la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme. Ensuite, on a aussi une tendance assez forte, d'ailleurs ça va être dans cette partie-là, qui est de sauver les permis et de préserver l'erreur des administrés dans le cadre de la mise en œuvre des autorisations, comme dans le cadre, de leur obtention. Il y a un autre thème qui est très important que je voudrais que l'on évoque, qui est le renforcement des obligations de l'administration et des droits du pétitionnaire au stade de l'instruction. Le message aussi sur cet aspect-là de la question est le suivant: il faut aller plus vite, il faut réagir plus vite, limiter les délais d'instruction et surtout renforcer les interactions entre les différentes autorisations et entre les différents acteurs qui émettent un avis dans le cadre de l'instruction. Et je pense naturellement à l'architecte des bâtiments de France, qui est quand même un des sujets principaux de cette réforme, puisque sa procédure et ses modalités d'intervention sont clarifiées de manière assez forte dans le cadre de cette réglementation. Ce que je n'aborderai pas, qui est le dernier point, qui est la simplification de la hiérarchie des normes, parce que c'est assez technique, mais surtout parce que le texte de la loi Elan nous donne beaucoup d'avenir et beaucoup de perspectives, puisqu'il invite le gouvernement à prendre par ordonnance les conséquences et les nouvelles mesures permettant de clarifier la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, que je sois précise, c'est la manière de comprendre la superposition des textes qui s'imposent à un terrain. Donc vous avez les documents communaux, les documents supracommunaux et des documents sectoriels. Il existe des principes de compatibilité, des principes de conformité et des documents qui doivent être pris en compte. Dans cet imbroglio juridique, on s'y perd un peu, c'est surtout le travail du juriste, mais on n'arrive pas bien à savoir quelle norme doit être en conformité avec quelle autre et quel est le contrôle qui doit être fait par le juge en cas de contentieux. D'un point de vue très opérationnel, il faut quand même rester simple. Le document qui s'impose en premier lieu, c'est le PLU et la carte communale, et quand il n'y en a pas, c'est le règlement national d'urbanisme. Les documents supracommunaux, en général, on en parle lorsqu'il y a un recours, mais rarement lorsque l'on est en train de déterminer la faisabilité d'un projet. Toujours est-il que dans le cadre de cette nouvelle réglementation, on veut clarifier et simplifier cette hiérarchie des normes. Donc c'est un chapitre qui est ouvert, mais qui va se poursuivre par l'adoption d'une nouvelle réglementation. Alors, cette formation doit pour but d'approfondir ses connaissances, c'est un peu l'objectif, connaître les principales évolutions, identifier les nouveaux outils et déterminer une stratégie. On invoquera, si vous pouvez, excusez-moi, voilà.
Le premier chapitre qui est évoqué, je laisse la souris à Monsieur Théry. Le premier point que je voudrais évoquer, qui est le sujet du contentieux de l'urbanisme. Alors cette règle, les principales règles, rentreront en vigueur en janvier 2019. Donc ou alors au contentieux nouveaux qui doivent entrer en vigueur et qui doivent être introduits à compter du mois prochain. Donc j'attire votre attention que ces mesures ne sont en principe pas applicables aux contentieux en cours, mais il va falloir en tenir compte lorsque des recours seront introduits à compter de l'année prochaine. Très brièvement, le premier sujet, c'est l'intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est quoi? C'est la recevabilité d'un tiers à contester une autorisation d'urbanisme. Ce que nous disent les textes depuis la loi Allure, essentiellement, le message et le souhait du législateur est de limiter l'intérêt à agir, en tout cas de l'encadrer, pour éviter que des recours abusifs ou dilatoires soient déposés dans le cadre devant les juridictions et devant les administrations. La loi Elan renforce et limite encore l'intérêt à agir. Il faut savoir qu'en matière d'association, le recours des associations environnementales est présumé, l'intérêt à agir, de ces associations est présumé, et il était simplement exigé jusqu'à la loi Elan de s'assurer que les statuts de l'association aient été publiés avant l'obtention de l'autorisation. Le but étant d'éviter la création d'associations, la constitution d'associations dans le simple but de s'opposer à un projet immobilier en particulier. Le texte de la loi Elan va modifier ces critères et ces conditions d'appréciation, puisque dorénavant, il va falloir démontrer, lorsque l'on est une association, que nos statuts ont été déposés plus d'1 an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Ce qui implique que l'association recevable, c'est une association qui n'a pas été créée dans le simple but de s'opposer à un projet en particulier. De la même manière, il est prévu pour à peine d'irrecevabilité que les requérants produisent un certain nombre d'informations dans le cadre du recours qu'ils déposent devant le juge administratif. Ces pièces doivent démontrer leur intérêt à agir et si elles ne les déposent pas, la requête est irrecevable. Il s'agit naturellement d'un titre de propriété, du promesse, en tout cas du contrat qui les lie au terrain, afin de permettre au juge de s'assurer du caractère régulier de l'occupation. Si le requérant ne dépose pas ces pièces au soutien de sa requête, le juge peut prendre une ordonnance d'irrecevabilité. Donc cette vérification est indispensable et en tout cas cette mesure, en tout cas cette pièce doit naturellement être donnée par le requérant à son avocat et en tout cas être transmise au juge qui va instruire la demande d'annulation. Le deuxième point qui est à noter, c'est l'encadrement des conséquences de l'annulation d'un document d'urbanisme. Il faut savoir que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Elan, pour parler du droit en vigueur jusqu'à aujourd'hui, lorsque le document d'urbanisme est annulé, donc on parle du PLU de manière assez classique, ça peut être une carte communale ou avant c'était des POS, on appliquait automatiquement l'ancien document d'urbanisme qui était généralement le POS qui s'appliquait. Si le POS n'était pas en vigueur, on appliquait le règlement national d'urbanisme qui était le RNU. Afin d'éviter les contradictions entre la remise en vigueur du POS du fait de l'annulation d'un PLU, aujourd'hui, il est prévu par le nouveau texte que lorsque votre PLU est annulé, le POS antérieur est remis en vigueur, mais il est précisé que son délai de validité est limité à 2 ans et qu'au terme de ce délai de 2 ans, c'est le règlement national d'urbanisme qui est de nouveau applicable. Pourquoi fait-on ça? Parce que les dispositions, notamment depuis la loi Allure, ont prévu de faire une distinction entre les POS et les PLU. De telle sorte, je prends l'exemple assez concret du COS, le COS a été maintenu pour les POS alors qu'il était abrogé pour les PLU. De telle sorte que lorsqu'il y avait une annulation d'un document d'urbanisme, on avait la résurgence de certaines règles que le gouvernement souhaitait voir disparaître pour favoriser la constructibilité. L'encadrement temporel de la survie du POS a pour unique objectif de dire aux communes « dépêchez-vous d'adopter un nouveau PLU, autrement va s'appliquer le règlement national d'urbanisme qui prévoit quand même beaucoup plus de règles souples pour permettre de construire et surtout qui encadre très peu la constructibilité sur des terrains qui ne sont pas couverts par un PLU ». Donc cette modification a pour objectif donc je l'ai dit d'accélérer la remise à niveau, en tout cas l'adoption de nouveaux documents d'urbanisme, et ça permet surtout de s'intégrer dans un corpus de règles à l'initiative du gouvernement pour permettre de limiter les conséquences de l'annulation d'un document d'urbanisme.
Il y a un troisième point qui est la cristallisation des droits en dépit de l'annulation d'un document d'urbanisme, qui est toujours, c'est l'article 80 qui a été, qui concerne cette mesure principale. Et on nous dit la chose suivante, que l'annulation d'un document d'urbanisme d'un PLU pour un motif étranger aux règles d'urbanisme qui s'appliquent à un lotissement n'a pas pour effet de faire échec à la cristallisation des droits issus de l'autorisation du lotissement. Très simplement, il s'agit simplement de prévoir qu'en cas d'annulation d'un document d'urbanisme, alors pourtant que l'on est en train de mettre en œuvre une opération d'aménagement via le processus de lotissement, il n'y ait pas de contradiction entre la cristallisation des règles d'urbanisme qui est la conséquence de l'adoption d'un permis d'aménager et l'annulation d'un document d'urbanisme. Autrement posé, si vous avez un PLU qui est annulé pour des motifs autres que des motifs applicables au lotissement, votre permis d'aménager continue à cristalliser les règles d'urbanisme dont vous avez bénéficié du fait de la délivrance d'un permis d'aménager. Il y a également une mesure qui s'appelle, alors le premier point étant l'encadrement des conséquences de l'annulation de la déclaration d'illégalité. Il y a un deuxième point qui est très important pour la loi Elan, qui est l'encadrement de la procédure de référé suspension. Cet encadrement de cette procédure, c'est l'hypothèse suivante. Vous avez un recours contre un permis de construire qui est introduit. Vous avez la possibilité de demander au juge de surseoir à l'opération de construction et donc de déposer un référé suspension afin que le juge dise attention, il y a un doute quant à la légalité de l'autorisation qui est délivrée. Il convient donc de surseoir aux travaux et donc d'attendre que le juge du fond se prononce. Le décret du 17 juillet 2018 a prévu que, afin de limiter la durée des contentieux, les parties ne puissent plus invoquer de nouveaux moyens, passer un délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire. Donc vous avez un recours qui est introduit au 1er janvier, on y répond par un mémoire le 1er mars, 2 mois après le 1er mars, mars-avril, début mai, il n'est plus possible de déposer de nouveaux moyens. Ce que nous dit la loi Elan, c'est qu'il ne sera pas davantage possible de déposer un référé suspension postérieurement à l'expiration de ce délai de 2 mois, afin justement d'accélérer le contentieux et d'éviter de la paralysie d'opérations immobilières, alors même que les moyens ne peuvent plus être développés dans le cadre d'un recours au fond. Cette mesure a, comme le reste des mesures, pour objectif de favoriser le traitement contentieux des recours contre les autorisations d'urbanisme. Il y a un troisième sous-chapitre dans la partie des mesures contentieuses qui est l'encadrement des pouvoirs d'annulation et de régularisation du juge administratif. Parmi les outils dont dispose le juge administratif, il est possible pour lui d'annuler que partiellement une autorisation et de limiter la portée de son annulation, dans le but simplement de sauver toujours les autorisations d'urbanisme. La loi Elan permet d'étendre ces mesures de sauvegarde, les articles L600-5 et L600-5-1, de les appliquer également aux décisions de non-opposition à déclaration préalable, alors qu'elles s'impliquaient antérieurement exclusivement au permis de construire. Ces annulations partielles permettront donc aux bénéficiaires d'autorisation de déposer un nouveau permis alors même que l'autorisation est partiellement annulée par le juge administratif. Lorsqu'il y a une illégalité qui entache le permis de construire, il y a la possibilité pour le maître d'ouvrage de déposer une décision, un permis modificatif ou une déclaration préalable modificative. Ce que prévoit la loi Elan, c'est ce qu'on appelle la limitation des recours contre les décisions modificatives. Il est prévu dorénavant que les autorisations modificatives qui sont délivrées alors même qu'il existe un recours contre l'autorisation initiale, ne soit contestable que dans le cadre de l'instance concernant le recours initial. J'ai un permis de construire délivré au 1er janvier. Il est attaqué le 1er mars par un tiers. Dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif, le bénéficiaire de l'autorisation obtient un permis modificatif. Le tiers qui a contesté le permis initial devra porter son argumentaire contre le permis modificatif exclusivement dans le cadre du contentieux contre le permis initial. Cela permet en fait de limiter la multiplication des contentieux, c'est-à-dire qu'une procédure juridictionnelle va permettre au juge de trancher la régularité de plusieurs autorisations relatives à un même projet.
Cette mesure s'inscrit également dans le souhait de vouloir traiter plus efficacement les recours contre les autorisations d'urbanisme. Il y a un quatrième point qui est l'annulation d'une autorisation d'urbanisme prise sur le fondement d'un document d'urbanisme illégal, c'est la limitation de l'exception d'illégalité. Ce qu'il est prévu de faire aujourd'hui, c'est lorsque le document d'urbanisme a été annulé pour un motif étranger aux règles d'urbanisme, il n'est plus possible d'invoquer par le biais de l'exception d'illégalité l'annulation du permis de construire sur le fondement du PLU sur la base duquel il a été délivré. Concrètement, vous avez un permis de construire qui est obtenu sur la base d'un PLU. Le PLU, parallèlement au recours contre le permis de construire, est attaqué par peut-être d'autres requérants. Il s'avère que dans le cadre du contentieux, le PLU est annulé pour un vice de forme substantiel, puisqu'aujourd'hui les motifs d'annulation restent quand même de plus en plus restreints. Le PLU tombe, ce qui fait renaître le POS qui s'appliquait sur la commune avant l'adoption du PLU, mais surtout qui permet de dire que le permis de construire délivré est illégal dans la mesure où il a été délivré sur la base d'un PLU, alors que le PLU n'existe plus juridiquement du fait de son annulation juridictionnelle. La loi Elan permet aujourd'hui de bloquer les conséquences de l'annulation du PLU, puisque si le PLU est annulé pour des motifs de forme, il ne sera plus possible, dans le cadre du contentieux, d'invoquer l'illégalité du PLU à l'encontre du permis de construire. Donc on tire les conséquences de l'imbrication qui existe entre les PLU et les autorisations d'urbanisme et on limite les annulations en cascade qui sont extrêmement préjudiciables et qui rendent les autorisations relativement précaires puisque le maître d'ouvrage par définition n'est pas responsable de la légalité du document d'urbanisme sur la base duquel il dessine son projet. Il convient donc de créer une frontière pour sauver l'autorisation d'urbanisme. Il y a également, dans le cadre de cette loi Elan, l'assouplissement des conditions de l'action en recours abusif. Je vous rappelle qu'en matière de recours contre les permis de construire, il est possible de porter devant le juge administratif comme devant le juge judiciaire une demande pour recours abusif. Lorsqu'il s'agit d'une demande portée devant le juge administratif, cette demande fait l'objet d'un mémoire distinct. Lorsqu'il s'agit d'une procédure portée devant le juge judiciaire, il s'agit d'une assignation qui fait l'objet d'une procédure autonome. Ce que le texte modifie, c'est que l'on veut sanctionner plus sévèrement les recours abusifs. Donc, le texte antérieur prévoyait qu'on pouvait faire un recours abusif lorsque le recours excédait la défense des intérêts légitimes. Aujourd'hui, le texte va prévoir que les recours traduisent un comportement abusif de la part du requérant. De la même manière, on étend l'obligation de publication des transactions pour permettre justement d'avoir un meilleur contrôle de l'administration fiscale sur les transactions en relation avec les contentieux des permis de construire. Donc sur cette première partie, que je me résume, parce que je sais que je vais très vite et je m'en excuse, mais j'essaie de donner du sens très bref sur toutes ces mesures et de vous donner quelques explications. Le contentieux de l'urbanisme, la grande tendance, c'est on limite l'intérêt à agir, on limite les conséquences de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme, on limite la possibilité d'obtenir un sursis, d'obtenir la suspension de l'exécution d'un permis de construire en encadrant de manière temporelle le délai d'introduction d'un référé suspensif, et on encadre également on donne de nouveaux pouvoirs au juge pour faire des annulations partielles d'autorisation administrative. On donne aussi également un champ d'application plus large à l'action en recours abusif, dans le but qu'un jour peut-être le juge soit généreux avec les maîtres d'ouvrage et donne des sanctions pécuniaires substantielles pour les recours qui sont manifestement dilatoires. Sur cette première partie, j'en aurais terminé. La deuxième partie que je voulais aborder, qui est le renforcement des pouvoirs de contrôle des travaux de l'administration. Alors, en matière de contrôle de travaux et donc d'exécution d'autorisation administrative, il faut distinguer le droit de visite de l'administration du contrôle des infractions. Le droit de visite de l'administration, c'est le droit de visite des services instructeurs pour vérifier que les travaux d'exécution du permis sont conformes à l'autorisation qui a été délivrée. Le droit de contrôle des infractions, le contrôle des infractions avec la réglementation plus large du droit pénal de l'urbanisme, c'est plus simplement toute dénonciation faite par un tiers
auprès des services de la ville doit justifier le déplacement des services du contrôle et donner lieu à un procès-verbal d'infraction afin d'entériner et d'obliger le pétitionnaire à se mettre en conformité avec la réglementation d'urbanisme. Il y a aujourd'hui un délai d'exercice du droit de visite qui était de 3 ans à compter de l'achèvement des travaux. Avec la loi Elan, ce délai est porté à 6 ans, ce qui permet donc à la ville de se déplacer avec plus de temps pour vérifier que les travaux sont correctement effectués et que sont conformes au droit à l'autorisation qui a été délivrée. La loi Elan intègre également des modalités plus précises, en tout cas précise, le régime du droit de visite afin de se mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus possible de visiter une propriété sans autorisation de son propriétaire, même si c'était déjà le cas avant, mais surtout d'éviter toute contestation des visites faites par l'administration. Alors, vous allez voir, c'est pas particulièrement novateur puisqu'on vous dit que le droit de visite ne peut s'exercer qu'entre 6h et 21h. Je n'ai personnellement jamais vu un service du contrôle se déplacer après 21h pour vérifier que des travaux sont correctement réalisés. On nous dit également que l'on ne peut plus visiter une propriété sans l'accord du propriétaire. Rassurons-nous, c'était déjà le cas avant. Les services du contrôle ne rentraient pas comme ça sur la propriété privée. Tout contrôle pouvait se faire librement depuis la voie publique, mais on ne pouvait rentrer sur un chantier qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de son mandataire. Ce qui est intéressant en revanche avec la loi Elan, c'est qu'aujourd'hui on encadre la procédure permettant d'être autorisé par le juge pour procéder à une visite si le propriétaire s'y refuse. Donc ce régime est encadré aujourd'hui et ça nous donne finalement un guide à suivre lorsque l'on a un propriétaire récalcitrant qui ne veut manifestement pas que l'administration vérifie la conformité des travaux. Ensuite, lorsque une infraction est constatée au cours de la visite, l'autorité administrative a la possibilité de mettre en demeure le maître d'ouvrage dans un délai qu'elle détermine, mais qui est de 6 mois maximal, pour déposer une demande de permis ou une déclaration préalable rectificative. Alors, cette mise en demeure a pour objectif d'inviter le propriétaire, en tout cas le maître d'ouvrage contrevenant, à se mettre en conformité avec la réglementation et éviter aussi des poursuites pénales, puisque vous savez que lorsque l'administration constate une infraction, elle est obligée d'en dresser un procès-verbal et elle est également obligée de transmettre le procès-verbal au procureur qui ensuite décide librement, puisqu'il a l'opportunité des poursuites, d'engager une action contre le contrevenant qui ne réalise pas correctement ses travaux. L'objectif étant aujourd'hui de donner à l'administration la possibilité d'inviter, sur la base de textes qui sont codifiés, une mise en conformité du maître de l'ouvrage bénéficiaire de l'autorisation, sachant que jusqu'à présent et avant la loi Elan, c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur l'opportunité de cette règle, les règles que je viens de vous donner étaient déjà respectées par les services du contrôle. Il y a ensuite un durcissement des peines applicables pour faire obstacle à l'exercice du droit de visite. Aujourd'hui, on a 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Je n'ai encore jamais vu de peine d'emprisonnement prononcée, mais ce texte prévoit quand même que ce peut un jour être appliqué par un juge qui voudrait faire face à un propriétaire qui refuse que l'on accède à son terrain. Ces mesures vont rentrer en vigueur à compter de la promulgation de la loi, donc de la loi Elan, c'est-à-dire le 25 novembre 2018, et elles ont pour objectif, je le rappelle, de favoriser le contrôle des travaux et donc la conformité des constructions à la réglementation d'urbanisme. Il y a également un deuxième volet sous ce chapitre qui est l'encadrement des infractions au code de l'urbanisme. Alors, depuis quelques années, il y a une volonté du gouvernement de contrôler les mesures de démolition et de limiter substantiellement la condamnation des bénéficiaires d'autorisation à voir leur construction mise en œuvre en application ou sans être en application d'un permis de construire démolie. On ne veut plus démolir les constructions même si l'autorisation qui en est à l'origine est illégale. Il y a une jurisprudence qui était une décision de la Cour de cassation, je la cite parce qu'elle est vraiment particulièrement ennuyeuse, vous allez comprendre pourquoi, qui nous a dit le 7 mars 2017 qu'on est en hypothèse en Corse où une société a obtenu un permis de construire qui est définitif. Parallèlement au recours contre le permis qui a été introduit, il y avait un recours contre le document d'urbanisme qui est tombé.
le document d'urbanisme ayant été annulé, on se retrouve avec un permis de construire définitif obtenu sur la base d'un PLU illégal qui a disparu de l'ordonnancement juridique. La Cour de cassation a considéré que même si vous aviez un permis de construire définitif, les travaux d'exécution du permis pouvaient quand même constituer une infraction au droit de l'urbanisme puisqu'ils ne respectent pas les dispositions d'urbanisme. C'est normal puisque les dispositions d'urbanisme ont été annulées par le juge. Ça veut dire que le maître d'ouvrage des travaux devait vérifier dans le cadre de l'exécution de son permis que le document d'urbanisme sur la base duquel le permis avait été délivré était encore en cours de validité pour éviter de prendre un risque de se retrouver en infraction pénale. Vous imaginez que c'est assez... ça rend les autorisations extrêmement précaires et surtout ça condamne quand même assez sérieusement les bénéficiaires d'autorisation de bonne foi qui n'ont absolument rien à voir avec le contentieux introduit à l'encontre d'un PLU. Donc il est aujourd'hui acté depuis la loi Elan que la violation de certaines règles d'urbanisme ne pourra plus être sanctionnée lorsque l'autorisation qui est délivrée, à savoir le permis de construire, est définitive et que les travaux ont été exécutés conformément à l'autorisation obtenue, permis de construire ou décision de non-opposition à déclaration préalable. On réserve naturellement le cas de la fraude, puisqu'il est normal qu'une autorisation obtenue sur le fondement de la fraude ne puisse donner de droit à son bénéficiaire. Je vous rappelle que la fraude, c'est en droit la manœuvre d'un pétitionnaire qui donne une information erronée au service instructeur dans le but de le tromper et d'obtenir une autorisation. Donc ce n'est pas une erreur du pétitionnaire, c'est une manœuvre qui est clairement identifiable et très difficilement retenue en jurisprudence. Donc il est clair qu'on ne peut pas être de bonne foi lorsque on commet une fraude dans l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Il y a également la possibilité d'obtenir une démolition. Vous savez que l'article L480-13, qu'on appelle la disposition Macron, puisque c'était à l'époque où il était ministre que cette mesure a été prise, a modifié le code de l'urbanisme dans le but de restreindre les hypothèses de condamnation à démolition. Je vous rappelle que ne peut condamner à démolir que le juge judiciaire à l'occasion d'une saisine dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d'illégalité de l'acte administratif ou à compter de l'annulation du permis de construire qui a été obtenu. L'hypothèse est la suivante, vous obtenez un permis de construire. Le permis de construire est exécuté intégralement par son bénéficiaire. Parallèlement, l'autorisation d'urbanisme avait été contestée, elle est annulée. Le requérant a 2 ans après l'annulation par le juge la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de démolition des travaux exécutés en application de l'autorisation. Ce que nous disent le texte, c'est depuis la loi Macron, c'est qu'on ne pouvait condamner à démolir que dans des espaces géographiques limités, des espaces géographiques préservés, comme la loi littorale, à côté des parcs régionaux ou à compter d'espaces comme des zones Natura 2000 ou des SNIEF. Hormis ces espaces-là, il n'était plus possible pour le juge judiciaire de prononcer une peine de démolition. La loi Elan aujourd'hui donne la possibilité au préfet, lorsqu'il a fait un déféré préfectoral qui est le recours en annulation réservé au préfet, de demander de faire une action en démolition, d'exercer cette action, même en dehors des zones protégées par l'article L480-13. Là, on est en train de sanctionner le bénéficiaire d'autorisation qui aurait mis en œuvre un permis de construire alors même qu'un recours avait été introduit. Donc on considère qu'il n'y a pas de raison de sauver le programme de construction dans une hypothèse comme celle-ci. Donc le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration, c'est d'abord l'extension de la mise en œuvre du droit de visite de l'administration afin de l'encadrer et de prévoir un régime en cas d'opposition du propriétaire à ce que l'on visite le chantier. Et il y a également des mesures qui ont été prises pour renforcer les pouvoirs de contrôle des travaux en cas de travaux réalisés sur la base d'une autorisation définitive, alors même que le document d'urbanisme est annulé, ou alors la possibilité d'obtenir une démolition d'une autorisation lorsque le bénéficiaire du permis a mis en œuvre l'autorisation, alors pourtant que l'autorisation qu'il avait déposée avait été contestée par le juge. Troisième thème que je voudrais développer encore, il me reste combien de temps? Il me reste une demi-heure. Le troisième thème que je souhaiterais développer dans le cadre de cette formation extrêmement rapide express sur la loi Elan, elle porte sur le renforcement des obligations de l'administration et le renforcement des droits du pétitionnaire au stade de l'instruction.
Alors le premier point, il va être assez clair parce qu'il n'est absolument pas entré en vigueur aujourd'hui, c'est la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. On sait qu'il y a une volonté aujourd'hui de dématérialiser l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, on veut dématérialiser le contrôle des demandes d'autorisation d'urbanisme et on veut surtout dématérialiser les échanges. Ce souhait pose cependant deux problèmes. Le premier problème, c'est que pour pouvoir avoir une dématérialisation, encore faut-il que les moyens informatiques soient au sein des communes mis en œuvre et que le personnel soit formé, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, il faut que les délais de recours et le délai d'information soient extrêmement clairs, puisque faire partir un délai de recours sur la base d'un mail, ce n'est pas tout à fait pareil que faire partir un délai de recours sur la base de la réception d'un courrier recommandé en termes de preuve, j'entends pas d'effectivité. Donc aujourd'hui, on a prévu à compter du 1er janvier 2022 la dématérialisation du dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme afin que les services instructeurs puissent travailler sur des documents dématérialisés et que les pétitionnaires n'aient pas à déposer leur exemplaire papier, mais simplement à déposer les documents via une plateforme qui est mise en place au bénéfice des administrés et de l'administration. Il reste qu'un arrêté doit être pris en charge pour définir les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure, car il faut pouvoir s'assurer, de l'intégralité du dépôt des pièces, de pouvoir dater de manière certaine les dates des demandes, de pouvoir dater les échanges et de pouvoir identifier les bons interlocuteurs. Autrement, on risque d'avoir un contentieux extrêmement important et une incertitude sur les délais d'instruction, les points de départ et la naissance des décisions implicites d'acceptation. Il y a également donc cette volonté de donner aux services instructeurs la possibilité donc d'instruire, d'échanger et de dématérialiser l'instruction des demandes de permis de construire. Le deuxième point qui est important sur ce sujet-là, qui est le renforcement de l'interdiction de solliciter les pièces complémentaires. Alors, si vous êtes en relation avec les mairies ou si vous êtes vous-même service instructeur, il y a une tendance, en tout cas une volonté du législateur, de mettre un terme à une pratique de certains services, de procéder à des demandes abusives de pièces, alors même qu'elles ne sont pas mentionnées sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire. Je vous rappelle que le Code de l'urbanisme prévoyait déjà que la liste des pièces qui figurent sur le formulaire CERFA est une liste limitative et exhaustive. Exhaustive, ça veut dire que les services instructeurs ne sont pas en mesure de solliciter d'autres pièces que celles qui sont limitativement énumérées. Le problème étant que très régulièrement, les services instructeurs font des demandes qui ne sont pas des demandes qui figurent sur la liste limitativement énumérée sur le formulaire CERFA, de sorte que le délai d'instruction est reporté, que les architectes doivent faire des pièces nouvelles qui n'étaient pas prévues, et donc on perd du temps et les échanges sont en général assez compliqués. Ce qu'il se passe avec certains services instructeurs, c'est qu'ils profitaient de la possibilité qui était offerte par le Code de l'urbanisme de demander des plans intérieurs pour recalculer les surfaces, par exemple, ou demander de nouvelles pièces, alors que les surfaces sont déclaratives sur le dossier de demande dossier de demande d'autorisation d'urbanisme et qu'il n'y a pas de contrôle à effectuer sur cet aspect-là des choses dans le cadre de l'instruction. Aujourd'hui, il est donc renforcé que les services instructeurs ne peuvent pas déposer et demander des pièces qui ne sont pas limitativement énumérées. La conséquence en pratique est quand même importante puisqu'elle conditionne le point de départ du délai d'instruction. Une demande de pièces complémentaires peut intervenir à plusieurs moments. Je vous rappelle que le Code de l'urbanisme prévoit que dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande d'autorisation, les services instructeurs peuvent faire une demande de pièces complémentaires. Alors la question qui se pose, c'est hypothèse 1, quelle est la portée d'une demande de pièces complémentaires qui est portée à la connaissance du pétitionnaire dans le délai de 30 jours. Si cette demande est faite dans le délai d'un mois, le Code de l'urbanisme est très clair, le point de départ du délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de la réception des pièces manquantes. En revanche, si la demande est faite après
le délai de 30 jours et qu'elle porte sur une pièce obligatoire, la jurisprudence a été extrêmement claire et a considéré que cette demande n'avait pas d'impact sur le délai d'instruction. Donc je dépose une demande au 1er janvier, la ville me demande une pièce complémentaire le 4 février, même si c'est un plan masse ou même si c'est ma notice descriptive qui n'était pas complète, cette pièce est très importante, mais elle n'aura pas pour effet de prolonger le délai d'instruction. Ce qui est extrêmement embêtant en pratique, car très souvent cette information est indispensable pour l'instruction et donc elle conduira généralement à un refus d'autorisation afin que le pétitionnaire redépose des pièces complètes et permette au service instructeur d'avoir une instruction éclairée. Toujours est-il que si la demande est faite dans le délai d'1 mois et qu'elle porte sur une pièce obligatoire, le délai d'instruction est reporté à la réception de ces pièces complémentaires. Si en revanche la demande est faite après le délai d'1 mois et qu'elle porte sur une pièce obligatoire, le délai d'instruction n'est pas impacté. La question qui a été posée en jurisprudence, c'est la demande qui est faite dans le délai d'1 mois, mais qui ne porte pas sur une pièce obligatoire. Le Conseil d'État a jugé que même dans cette hypothèse, le délai d'instruction était quand même prorogé. Donc si entre le 1er janvier et le 30 janvier, on me demande un plan qui ne figure pas parmi les listes obligatoires, il n'en demeure pas moins que la réception de cette pièce est indispensable pour faire courir le délai de recours contentieux. Cette réglementation a pour objectif de favoriser les échanges entre les mairies et les pétitionnaires, de favoriser la clarification du délai d'instruction et d'éviter qu'il y ait des difficultés sur les conséquences des pièces complémentaires qui sont versées par les pétitionnaires. Je vous rappelle que les maires peuvent demander, en tout cas les services instructeurs, lorsque l'on parle de logement collectif, on peut demander les plans intérieurs, ce que l'on ne peut pas faire lorsque l'on fait une opération de bureau notamment. Là, il y a une nouveauté également qui est que l'instruction, c'est une procédure, ça nécessite des agents spécialisés qui dédient leur temps à instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme, et certaines collectivités sont un peu désemparées et démunies car elles n'ont pas les moyens qui leur permettent d'instruire dans les délais qui ont été raccourcis, je vous le rappelle, par le gouvernement, enfin par le législateur. On a raccourci les délais d'instruction des demandes d'autorisation sans renforcer le personnel d'instruction des collectivités. Donc certaines ne peuvent pas matériellement instruire toutes les demandes qui sont déposées auprès de leur service. Il est donc possible aujourd'hui de déposer l'instruction et de confier l'instruction des demandes à des prestataires privés, qui seront donc en charge d'instruire la conformité des demandes d'autorisation d'urbanisme avec les documents d'urbanisme qui s'appliquent sur la commune. En revanche, ce que nous dit le texte qui a été introduit par la loi Elan, c'est que cette délégation de compétences ne doit pas avoir pour objet, de permettre un transfert de responsabilité, puisque ces prestataires privés agissent sous la responsabilité de l'autorité communale, enfin qui instruit la demande de permis, et surtout, elle ne doit pas influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif, je cite, de la fonction des services instructeurs. Autrement posé, on peut faire instruire une demande de permis de construire par un prestataire externe. En revanche, on ne peut pas théoriquement déléguer la rédaction de l'arrêté de permis de construire comme l'arrêté de refus d'autorisation d'urbanisme. Ce qui fait que la frontière est assez floue, puisqu'on se doute bien que celui qui va instruire, il va pouvoir donner l'argumentaire à la collectivité pour motiver son refus d'autorisation d'urbanisme. C'est le cas le plus fréquent, puisque c'est au moment des contentieux qu'on aura ce point qui va être évoqué qui va être tranché par le juge administratif. Il y a également une clarification du régime du certificat d'urbanisme, lequel est un document qui est demandé préalablement au dépôt d'une autorisation d'urbanisme et qui a pour but de demander des services instructeurs et à une collectivité de nous répondre sur l'application des règles d'urbanisme qui s'appliquent à une parcelle et de cristalliser les règles d'urbanisme. Les certificats d'urbanisme sont de deux sortes. On appelle les certificats d'urbanisme informatifs, la demande faite par n'importe quelle personne sur la constructibilité et sur les règles qui s'appliquent à un terrain. On appelle un certificat d'urbanisme opérationnel la demande qui est faite par un pétitionnaire sur un projet précis, sur un terrain identifié. Il est prévu également que le certificat d'urbanisme précise si un sursis
à statuer peut être opposé à la demande de permis de construire qui pourrait être déposée ultérieurement par le pétitionnaire. La loi Elan a juste pour but de rajouter un alinéa qui est de dire que le certificat d'urbanisme doit préciser les circonstances qui permettent d'opposer un sursis à statuer. Ce qui permet en fait de tenir compte et de clarifier les risques contentieux, puisqu'en nous demandant de préciser les hypothèses de sursis à statuer, on informe le pétitionnaire sur la règle d'urbanisme et sur l'évolution possible du texte, puisque le sursis à statuer est en général, classiquement opposé lorsque le document d'urbanisme est en cours d'évolution. Il y a également, à l'occasion de cette clarification des renforcements des obligations de l'administration, une clarification des modalités d'intervention de l'architecte des bâtiments de France. Alors, l'intervention et le texte, il y a deux idées quand même dans ce texte. La première, c'est de renforcer les interactions entre la collectivité et l'ABF. La deuxième, c'est de clarifier pour le pétitionnaire les conséquences de l'intervention de l'ABF. Quand je parle de clarifier les règles d'intervention, c'est qu'aujourd'hui, le périmètre des abords des monuments historiques était une décision qui était prise par l'architecte des bâtiments de France, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France. Aujourd'hui, il est possible que l'autorité compétente en matière de PLU ou du document en tenant lieu, en fait, que la collectivité identifie un périmètre aux abords des monuments historiques en vue de prévoir une servitude particulière et donc l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Dans une telle hypothèse, lorsque l'autorité compétente en matière de PLU définit un périmètre, le nouveau texte de la loi Elan prévoit naturellement que l'avis de l'ABF doit être sollicité et le texte prévoit qu'à défaut d'avis, la décision est prise par l'autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Autrement posé, nous avons une demande de délimitation d'un périmètre. La collectivité identifie un périmètre et consulte l'architecte des bâtiments de France. Si l'architecte des bâtiments de France n'est pas d'accord avec le périmètre identifié par la collectivité, il faut se rapprocher de l'autorité supracommunale, donc de la préfecture, qui elle sera en charge de trancher et donc d'identifier le périmètre après avis d'une autre commission. L'objectif étant, dans une hypothèse, d'associer plus sérieusement et plus largement les communes à l'élaboration et la protection de l'abord des monuments historiques, puisqu'elles peuvent aujourd'hui être à l'initiative d'une protection d'un territoire. Il y a également une deuxième mesure qui est la modification de l'article du Code du patrimoine, puisque je vous rappelle que l'intervention de l'architecte des bâtiments de France se fait essentiellement après lecture des dispositions non du Code de l'urbanisme mais du Code du patrimoine, et les conséquences lorsque vous avez un permis de construire qui est délivré après avis obligatoire de l'architecte des bâtiments de France, une procédure de contestation particulière compte tenu de l'avis nécessaire qui est donné par l'architecte des bâtiments de France, qui doit lier de facto la commune lorsqu'il ne s'agit pas d'un avis liant. Ce qui est prévu, c'est qu'aujourd'hui, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France qui est rendu dans le cadre d'une procédure, qui est le cadre de la procédure prévue par le Code du patrimoine, elle doit porter une mention sur la possibilité de recours à son encontre. Le recours contre l'avis de l'ABF est porté devant le préfet et non devant le juge administratif. Et en cas de silence, c'est la deuxième nouveauté du texte, c'est que l'accord de l'architecte des bâtiments de France est réputé donné, alors qu'antérieurement, le silence de l'architecte des bâtiments de France valait refus de l'autorisation et ne permettant pas de se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation. Donc, cette pouvoir d'intervention, aujourd'hui, est renforcé, le pouvoir d'intervention des communes est renforcé s'agissant d'un patrimoine protégé, et on étend la règle du silence qui vaut à acceptation, même en cas d'hypothèse où l'ABF ne se serait pas prononcée dans le délai de sa saisine. Il est donc également prévu que l'on renforce l'information et l'accompagnement du pétitionnaire lorsqu'il y a un avis défavorable, dans la mesure où le permis de construire ne pouvait pas être délivré tacitement, et il existe une procédure de contestation qui est très particulière. Il y avait également, ça c'est l'un des points les plus importants de la réforme, en tout cas c'est l'un des points qui est le plus salué par les opérateurs, qui est le problème de la succession d'autorisation sur un même terrain.
Il était en jurisprudence, il existait une dichotomie, en tout cas des incertitudes sur la possibilité pour un pétitionnaire de solliciter sur un même terrain plusieurs permis de construire. Il était prévu dans l'ancien article du L424-5 que un retrait d'autorisation n'était possible au-delà du délai de 3 mois que sur demande expresse du pétitionnaire. Donc, lorsque cette disposition était entrée en vigueur, certains auteurs, notamment en doctrine, l'avaient salué en disant c'est génial, maintenant il ne sera plus possible de considérer que la demande d'autorisation, la deuxième demande d'autorisation déposée sur un terrain, vaudra retrait implicite de la première autorisation obtenue sur le terrain. La jurisprudence, malheureusement, ne l'a pas entendu sous cet angle-là, et certaines jurisprudences, dans certaines conditions sur lesquelles il ne faut pas mieux retenir parce qu'elles sont un petit peu techniques, a considéré que le dépôt l'obtention d'une seconde autorisation valait retrait implicite de la première autorisation qui a été obtenue. Donc la pratique était la suivante, c'est que les opérateurs précisaient dans le cadre des demandes que cette nouvelle demande ne valait pas retrait de la première demande, et on avait également très régulièrement usage à la création d'une nouvelle société ou à une modification quand même assez substantielle du projet afin d'éviter de perdre les bénéfices des droits à construire d'une autorisation que l'on avait obtenue afin de pouvoir modifier notre projet et déposer un projet alternatif qui nécessitait le dépôt d'une demande nouvelle d'autorisation. Ce qu'il est prévu dorénavant, c'est que le texte est très clair, que le dépôt successif la délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de la dite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. Aujourd'hui, vous pouvez donc librement déposer plusieurs autorisations sur un même terrain sans que la nouvelle demande vale retrait implicite de la première autorisation que vous avez sollicitée. Ça va donc permettre aux pétitionnaires, en tout cas aux maîtres d'ouvrage, de pouvoir obtenir plusieurs autorisations et donc de pouvoir avoir des opérations qui sont, des projets alternatifs sur des terrains afin justement d'avoir le choix et donc de tenir compte de l'évolution du marché immobilier. Il y a également un dernier point sur ce chapitre qui est la clarification du régime de la construction illégale achevée depuis plus de 10 ans. Alors, le texte a été modifié. Je vous avoue que les conséquences pratiques sont extrêmement... on peut tout à fait en douter, puisque je vous rappelle qu'il était prévu dans le Code de l'urbanisme qu'une construction qui est achevée depuis plus de 10 ans, il n'était plus possible d'opposer un refus d'autorisation sur la base de l'illégalité de la construction initiale au regard des règles d'urbanisme. À ce principe de prescription administrative de 10 ans, le texte du Code de l'urbanisme prévoyait un certain nombre d'exceptions. Parmi les exceptions notamment, il existe celle qui est que pour des raisons de sécurité publique, il est nécessaire de refuser la nouvelle demande d'autorisation. L'exception la plus commentée, et là, en jurisprudence comme en doctrine, c'était que la prescription administrative ne s'appliquait pas lorsque la construction avait été réalisée sans permis de construire. La loi Elan est modifiée puisqu'il est aujourd'hui précisé que cette prescription décennale ne s'applique pas lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Ce qui est visé, c'est l'hypothèse où le constructeur avait évité de demander une autorisation qui n'était pas nécessaire et non pas les constructions qui ne nécessitaient pas de permis de construire à l'époque de l'infraction, puisque l'évolution des règles d'urbanisme fait que certains travaux pouvaient être dispensés d'autorisation à un instant T et être aujourd'hui, 10 ans après, soumis à autorisation. Donc on a voulu clarifier les termes juridiques, ce qui n'a pas été, ce qui me paraît pas être la mesure majeure, puisque ce qui porte aujourd'hui débat, et c'est ce qui a été d'ailleurs rappelé par le juge administratif il y a quelques semaines, c'est que cette absence de prescription administrative en cas de construction sans permis de construire ne porte pas atteinte au principe constitutionnel du droit de propriété, puisque s'il existe une prescription de 10 ans en cas de réalisation de travaux
sans déclaration préalable, cette imprescriptibilité en cas de construction sans permis de construire a pour objectif de sanctionner une gravité très importante, puisque le pétitionnaire qui fait des travaux sans permis de construire, on part du postulat qu'il s'agit de travaux d'envergure, puisque c'est le champ d'application du permis de construire qui s'applique. J'en ai fini sur le troisième thème, qui était le renforcement des obligations de l'administration et des droits du pétitionnaire au stade de l'instruction. Je vous ai brièvement parlé juste avant du renforcement des pouvoirs de contrôle et je vous ai également parlé de la simplification des normes. Ce dont je vous ai pas parlé, ce sont d'autres thématiques qui sont abordées par la loi Elan, avec notamment les nouveaux outils d'aménagement. Alors les nouveaux outils d'aménagement, pour en dire deux mots, on parle maintenant de nouveaux PPA et de la GOU. Donc, en langage français, c'est un projet partenarial d'aménagement ou une grande opération d'urbanisme. C'est une nouveauté de la loi Elan qui est finalement a fait l'objet de critiques quasiment concomitamment à la sortie du texte, puisqu'en fait ces deux dispositifs ne sont pas porteurs d'une nouvelle conception de l'aménagement. On a simplement pour objectif d'augmenter les projets de construction, sauf qu'il s'agit en fait d'une nouvelle catégorie comme celle qui avait été créée par la loi Allure, où on avait créé le contrat de partenariat et d'aménagement. Pour votre information, la loi Allure avait créé cette faculté, ce nouveau dispositif en 2014. Depuis 2014, il n'y a eu que 2 projets qui ont vu le jour et aucun contrat qui n'a été conclu. Donc, s'agissant de la PPA, on a un problème parce qu'il n'y a pas de cadre financier, alors que c'est pourtant une opération qui associe l'État et les collectivités. Et s'agissant de la GOU, à l'inverse, on a beaucoup trop d'articles qui précisent les modalités et les conditions d'adoption, ce qui fait qu'on se rend pas bien compte de la manière dont ces articles vont être mis en œuvre par les collectivités et par l'État. Il y a également une clarification de l'OIN, qui est un périmètre qui était à la base un périmètre pour une opération d'aménagement d'intérêt national, qui était un périmètre défini par décret en Conseil d'État. Aujourd'hui, on a renforcé la procédure opérationnelle de l'OIN et on a prévu des modifications du régime et non seulement un transfert de compétences en matière d'instruction. Nous avons également la naissance d'une opération de revitalisation de territoire. Alors, le but, c'est de pouvoir mettre en place un projet global destiné à adapter et moderniser un parc de logements en associant des opérateurs privés comme des opérateurs publics, où dans le but il est de défricher ou de réhabiliter des friches urbaines. Là encore, c'est une convention entre l'État, ses établissements publics, les collectivités et des acteurs publics ou privés. Le problème, c'est il est tout à fait possible de faire échec à une convention ORT, opération de revitalisation, via la modification du document d'urbanisme, puisqu'il n'est absolument pas prévu il n'est absolument pas prévu que le document d'urbanisme prenne en compte une convention ORT. Je vous le dis autrement, vous avez une ORT qui est conclue entre l'État, les collectivités et les acteurs privés. Il suffit de faire une modification du document d'urbanisme en changeant la destination de la zone pour paralyser la mise en œuvre de l'ORT. Il y a également des points du renforcement de la loi littorale et des points construction. Je vois qu'il faut que je m'arrête. C'est bien ça, dans quelques instants. J'entends que... Ah oui, pourriez-vous nous dire pour chaque chapitre l'entrée en vigueur des textes? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu compliqué de vous donner la date d'entrée en vigueur des textes, puisque certaines entrent en vigueur concomitamment, en tout cas le lendemain de la publication au journal officiel, et vous en avez d'autres, notamment celle du contentieux, qui entrent en vigueur en janvier 2019. Donc il convient pour chacune des textes de regarder si elles sont concernées par l'entrée en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel, ou s'il faut une date est prévue dans le texte, sachant que pour certaines mesures, il faut attendre des décrets et des arrêtés pour savoir comment concrètement on va pouvoir les appliquer. Donc il y a en réalité 3 textes et 3 dates d'entrée en vigueur qui sont prévues par les textes. Il y a d'autres questions que vous avez identifiées? C'est bon. Ensuite, nous avons, donc je continue sur les outils d'aménagement. Donc ce que je vous disais, c'est que les outils d'aménagement qui sont prévus par la loi Elan, ce sont des instruments extrêmement compliqués et confus et pour lesquels nous nous interrogeons sur la possibilité de les mettre en œuvre, que ce soit les communes ou l'État, parce que soit on prévoit trop de textes et trop de mesures, soit finalement c'est simplement une définition, mais on n'a pas les mesures fiscales qui permettraient aux collectivités de les utiliser et on n'a pas le recul.
Il y a un autre permis qui a été développé dans le cadre de cette loi Elan, qui est le permis d'innover, qui avait été intégré par une loi de 2016, qui permettait de déroger à certaines règles sous couvert de réalisation d'un projet à enjeu architectural et patrimonial. Cette expérimentation qui avait été prévue d'une durée de 7 ans a été prolongée à 7 ans par la loi Elan, là encore parce qu'on n'a pas de recul sur ce nouveau texte qui est entré en vigueur. Dernier point, et après je crois qu'il faut que je m'arrête, c'est la loi littorale qui a fait beaucoup parler d'elle dans le cadre de la loi Elan et au sujet duquel je voudrais quand même dire 2 mots. C'est que la loi Elan a pour objectif de favoriser la constructibilité d'opérations de logement. Il est donc prévu un certain nombre de mesures qui permettent de construire alors pourtant que l'on est concerné par l'application de la loi littorale et que nous sommes dans une zone qui est en continuité avec les agglomérations ou des villages existants. Autrement, pour le faire de manière beaucoup plus directe, aujourd'hui, même si vous êtes dans une bande qui est en théorie inconstructible, posez-vous la question si on n'est pas dans une des nouvelles exceptions qui permettent de construire sur le long du littoral pour favoriser la réalisation d'une opération de logement. J'en ai terminé avec cette formation express sur la loi Elan. En résumant, le contentieux de l'urbanisme aujourd'hui est renforcé et il existe aujourd'hui de nouvelles mesures qui permettent de favoriser les opérations de construction. Donc lorsque vous avez un recours, des moyens ou une annulation d'un document d'urbanisme, regardez comment la loi Elan a pu l'impacter parce que votre projet peut être sauvé. Il y a également un renforcement des contrôles des travaux par l'administration qui aujourd'hui ont pour objectif d'encadrer les droits de visite de l'administration pour permettre aux bénéficiaires d'autorisation de se mettre en conformité plus facilement grâce à la mise en œuvre grâce à l'envoi d'une mise en demeure. Il y a en troisième sujet le renforcement des obligations de l'administration et du droit des pétitionnaires. On dématérialise, on ne peut pas demander plus de pièces que les pièces obligatoires. Le régime du certificat d'urbanisme est légèrement modifié et l'architecte des bâtiments de France voit son rôle complètement revisité par la loi Elan et surtout on peut déposer aujourd'hui 2 autorisations sur un même terrain sans craindre que la nouvelle autorisation annule la première qui ait été obtenue. Il va y avoir une modification de cette réglementation du fait des ordonnances qui sont annoncées par le texte, de même que par les décrets et les arrêtés qui sont annoncés qui est nécessaire à la mise en œuvre des autorisations et des articles introduits et entrés en vigueur par la loi Elan. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente après-midi. Je remercie Maître Lajodana de nous avoir donné cette conférence. Je vous remercie à vous participants d'avoir écouté ces propos et vous annonce que vous retrouverez en 2019 d'autres rendez-vous experts. Donc je vous invite à rester au courant. Je vous rappelle également que Maître Lajodana est l'auteur d'un ouvrage aux éditions du Moniteur, Le permis de construire et les autorisations d'urbanisme, un ouvrage qui va faire l'objet d'une 2e édition courant 2019 afin de se mettre à jour des dernières réformes et notamment de la loi Elan. Donc si vous avez des questions et si des questions que vous vous êtes posées maintenant ou des questions que vous vous poserez plus tard, je vous invite à consulter cet ouvrage quand il sortira. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et de très joyeuses fêtes.